Nous vous invitons à utiliser la boîte de clavardage. Merci. Et si vous aimeriez partager des commentaires, des ressources ou autres renseignements, nous vous répondrons dans la boîte de clavardage pendant la séance. Si vous avez des questions que vous aimeriez poser aux panélistes, merci de les faire parvenir dans la fonction questions et réponses. Pour trouver cette fonction, merci de vous rendre au bas de votre écran Zoom. Si vous êtes sur un ordinateur portable ou personnel, vous verrez le bouton emoji questions et réponses. Nous avons un certificat de participation qui sera rendu disponible et à la moitié de la séance, nous vous enverrons un lien dans la boîte de clavardage. Robin, en fait, vous l'enverra. Et lorsque vous cliquerez sur ce lien, vous pourrez remplir le formulaire et ça vous fera parvenir un certificat de participation dans votre boîte courriel. Et juste une petite note maintenant sur une présentation qui s'en vient le 5 décembre. Nous avons un webinaire sur nos recherches en cours où Dr. Stephanie Gleck, Dr. Nadia Fairbairn de l'Association de Substance Use de Colombie-Britannique nous parleront d'un article qu'elles ont publié dont le titre est COVID, la COVID-19 a ouvert la boîte de Pandore. Et donc, pour vous inscrire, vous pouvez aller sur notre site Web. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir notre site Web pour obtenir plus d'informations sur nos activités. Donc, tout ceci étant dit, je suis très heureuse de passer la parole à Chris. Chris, merci de présenter nos panélistes aujourd'hui. Nous sommes très heureuses de les avoir parmi nous pour nous parler du programme Mobile Safer Supply. Pour moi, j'ai été très enthousiaste de joindre à vous parce que ce programme vise vraiment à rencontrer les personnes en situation de consommation qui ont des besoins précis et qui sont très déconnectées des services publics de soins de santé. Donc, quelle meilleure façon de les approcher que de les rencontrer vraiment où ils sont, autant géographiquement que dans leurs différents contextes. Donc, Chris, à toi, on t'écoute. Bonjour, Rebecca, ici Chris. Je suis responsable de médecine en toxicomanie et de sevrage en communauté thérapeutique à Stonehenge, à Guelph. Récemment, nous venons de lancer un programme d'approvisionnement sécuritaire en communauté rurale. Donc, Mobile Safer Supply cherche à faire différents objectifs, notamment en termes de partage des expériences. Les présentateurs et les présentatrices aujourd'hui proviennent des communautés élargies de Toronto. Donc, nous avons des présentateurs et des présentatrices de la London Intercommunity Health Center. Donc, nous avons commencé par le centre de Parkdale et aujourd'hui, nous avons Hannah, Delana et Addison. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation sur le Mobile Safer Supply Opioid Program ici à Toronto. Nous vous fournissons aujourd'hui un sommaire de notre programme, quelques données démographiques et nous vous parlerons des défis et des succès que nous avons rencontrés jusqu'à maintenant. En général, pendant l'élaboration du programme, nous avons vu que l'accès à des ressources sécuritaires sont difficiles à obtenir. Il y a aussi peu de fournisseurs et fournisseuses qui offrent ce programme. Nous savons que beaucoup de personnes qui consomment sont en précarité de logement et font face à des obstacles de santé qui les empêchent d'obtenir un soin adéquat. Nous savons également que les obstacles sont accrus lorsque les personnes sont logées de manière précaire, puisque leur accès au refuge subissent de grandes fractures dans les soins de santé en raison de protocoles rigides d'adhésion. Merci, Delena. Merci, j'aimerais vous parler du programme SES Mobile. Nous pensons être le premier programme de ce genre dans notre communauté.
Mais London Intercommunity Health Center existait déjà depuis 2022. À la PQW, notre programme a été lancé il n'y a pas si longtemps, en novembre 2021, ce qui fait en sorte que notre programme est assez récent. Notre programme est conformé de 2 infirmières, Delina et moi-même, une infirmière, Madison, et une gestionnaire de Katana. Comme nous sommes mobiles, nous offrons nos services dans les refuges, les hôtels, les centres de répit et les centres de rétablissement et nous aidons nos clients à s'orienter dans le système de soins de santé. Nous les mettons en relation avec des personnes et des services complémentaires tels que la gestion individuelle et le soutien psychologique. Donc, ce qu'on veut dire par rencontrer les gens là où ils sont, c'est de minimiser le taux de défection, garantissant ainsi l'engagement des clients. Lorsque les personnes s'engagent avec nous, nous sommes mieux à même de les aider à atteindre leurs objectifs, notamment réduire et limiter leur consommation d'opioïdes, de rue toxiques. En rencontrer les gens selon leur contexte, nous espérons réduire les effets de la fragmentation des soins de santé que nous rencontrons les personnes sans logement. Par exemple, quelqu'un qui peut recevoir des soins primaires et une aide à la gestion de cas par le biais d'un hôtel d'accueil, mais ces services sont brusquement interrompus si le client est renvoyé de ce site. Le programme vise à assurer la continuité des soins de santé et de soutien, quel que soit le degré ou le statut citoyen de la personne. Notre programme est une réponse à la demande urgente des personnes qui utilisent des drogues pour une alternative sûre à l'offre toxique. Nous offrons accès à des opioïdes pharmaceutiques de qualité, de quantité et de force connue. Dans notre programme, cet opioïde plus sûr est l'hydromorphone en comprimé de 8 mg. C'est important de noter que notre programme n'est absolument pas basé sur l'abstinence. Nous travaillons avec les personnes pour atteindre leurs propres objectifs et si leur objectif est de réduire plutôt que d'éliminer leur consommation d'opioïdes, alors nous les soutiendrons dans leur choix. Notre équipe dispense également une formation sur les techniques de réduction des risques, fournit des produits de réduction des risques et encourage l'utilisation de sites de consommation supervisés. Donc, nous avons la grande chance de travailler avec de nombreux collaborateurs et collaboratrices qui travaillent dans ce domaine et ça nous aide beaucoup à obtenir du succès dans nos activités. iFair fournit des produits de réduction des risques et l'éducation vers une variété de contextes et en mesure de rediriger les personnes intéressées admissibles vers notre programme, le cas échéant. Historiquement, nous avons également accepté les recommandations du site de rétablissement COVID-19 et des opérateurs des refuges qui nous ont contactés pour rétablir des voies d'orientation. D'autres clients nous ont été adressés par leur père ou par elles eux-mêmes, ainsi que par des transferts entre équipes de l'équipe du site fixe qui ont indiqué une préférence de l'équipe mobile ou dont les besoins pourraient être mieux satisfaits par celle-ci. Dans toutes ces voies d'orientation, une relation continue avec les partenaires référents est essentielle pour assurer la réussite des clients dans le programme, car elle est en mesure de coordonner et faciliter les heures de rendez-vous, les rappels et les espaces pour que les clients soient vus dans des différents sites. Une fois qu'une demande a été soumise à notre équipe, un membre du personnel clinique sera chargé de procéder à une évaluation préliminaire de la personne concernée afin de vérifier son admissibilité. Cette évaluation peut être réalisée en personne ou par téléphone et est facilitée par la personne qui a adressé le client. Les clients sont évalués en fonction des critères d'inclusion, et ensuite, nous devons discuter des différents critères d'admissibilité. Donc, une fois qu'une personne a été identifiée comme éligible, j'alerte les infirmières praticiennes pour qu'elles rendent les demandes dans le laboratoire. Ensuite, je travaille avec les sources d'aiguillage pour fixer le rendez-vous initial d'intégration des soins infirmiers, ce qui prend entre 45 minutes à 1 heure et demie selon la complexité du client et un certain nombre d'autres facteurs. La première partie de l'accueil infirmier consiste à accueillir des antécédents détaillés, notamment en matière de santé mentale, souvent directement au refuge. Donc, la deuxième partie consiste en une évaluation physique complète, y compris la collecte d'analyses sanguines et d'une échantillon d'urine. Ce processus comprend également l'évaluation des signes vitaux, l'auscultation des bruits du cœur et des poumons et une évaluation physique spécifique si nécessaire. Ensuite, nous recueillons les consentements de la collaboration du personnel du refuge et des décharges d'informations pour l'obtention d'informations de santé collatérale et nous fournissons aux clients des informations de contact, des conseils de dépannage et la possibilité de poser toutes les questions qu'ils peuvent avoir sur le programme. Après l'accueil par les infirmières,
J'informe l'équipe de toute contre-indication, je corrobore l'information sur Connecting Ontario et je remplis le reste du dossier. Une fois cette étape franchie, les clients sont au rendez-vous avec l'infirmière praticienne dès que les résultats de leur analyse sanguine sont connus, puis avec l'infirmière praticienne pour un entretien de gestion des cas. So for the case management intake, I meet with the client after they've connected with the nurse practitioner and completed the assessments with Madison. The case management intake is client-led and is geared towards what the Donc, l'admission des clients se base sur leurs besoins. J'ai quelques points que je dois adresser selon leurs objectifs. Des fois, ça peut être de renouveler leur pièce d'identité, de les accompagner à des rendez-vous, à leurs rendez-vous légaux, ou ça peut être de les aider dans leurs impôts, dans l'obtention de logements. Pendant la période d'admission, je pose des questions qui sont parfois négligées, par exemple au niveau du soin des dents. Donc, pas tout le monde travaille avec ce type de soutien, mais j'essaie vraiment de faire en sorte que chaque personne qui vient utiliser nos services se sente la bienvenue et en sécurité. Donc, aujourd'hui, nous avons reçu 129 recommandations à travers Toronto depuis novembre 2021. Nous rencontrons les clients directement dans les refuges. Seulement, il y a 50 clients qui sont inscrits au programme mobile et 6 clients ont été renvoyés. Sur les 129 références, 4 clients ont été refusés en raison de leur préférence pour le traitement par agoniste opioïde et 6 clients ont été transférés au programme SES de l'équipe de base car ils ont obtenu un logement. 18 clients n'étaient pas admissables au programme SOS Mobile parce qu'ils ne répondaient à des critères d'exclusion et 19 clients n'étaient pas intéressés par le programme. Nous faisons de notre mieux pour essayer de trouver les clients qui ont été orientés et qui ont été perdus de vue, qui dorment dans la rue ou chez des amis. Cependant, nous avons 24 clients qui n'ont pas pu être retrouvés, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être réorientés. Une fois qu'une personne cliente est sortie de l'hôpital et qu'il n'y a plus d'ordonnance active, on peut bénéficier pendant 60 jours d'un soutien global de la manière qui lui convient le mieux. Donc ici, on voit quelques données démographiques de nos clients. Donc, on voit que 74 des utilisateurs s'identifient à titre d'hommes, 24 s'identifient comme femmes et nous avons 4 de personnes qui s'identifient comme transgenres et 2 qui s'identifient comme non-binaires. Donc, parmi nos 50 clientes actives, 38, soit 76 sont blancs ou non racisés, 9, soit 18 sont autochtones, 2, 64 sont de peau noire et une personne est autrement racisée. Donc, la collecte de données nous a permis d'avoir une image qualitative complète de la façon dont l'approche mobile de SES profite à nos clients et clientes et elles approuvent la réduction de la consommation de substances psychoactives, la diminution des surdoses et des visites à l'hôpital en général, l'augmentation du nombre et de la qualité des connexions aux soins de santé primaires et préventifs, l'amélioration des connexions avec le réseau de soutien social et l'augmentation. Ah oui, effet poignant, les clients et clientes ont indiqué que le fait d'être toujours en vie est un avantage majeur de la participation au programme mobile SOS. Même si notre programme n'en est qu'à ses débuts, nous avons rencontré notre lot de succès et de défis. Parmi les réussites, citons la mise en place d'un modèle de soins à faible barrière d'accès pour les personnes les rencontrant là où ils vivent en étant aussi accessibles que possible. Nos clients savent qu'ils peuvent accéder directement à notre équipe plutôt que de passer par le standard téléphonique principal. Nous avons constaté qu'une fois que la personne cliente a rencontré chaque membre de notre équipe et qu'elle dispose d'une ordonnance active, le taux de rétention et d'engagement est très élevé. Au-delà de SOS, nous mettons également les clients en contact avec les soins primaires, le traitement de l'hépatite C et des services complémentaires tels que la gestion de cas, le conseil et la navigation sanitaire. En termes de défis, les 2 premiers points à aborder, à savoir la collaboration avec les personnes qui gèrent les refuges et la promotion de SOS en tant que programme de réduction des risques, sont quelque peu liés. Nous avons rencontré certains défis en termes de manque de transparence et de connaissance des SOS en termes de réponse de réduction des risques à la crise croissante de l'approvisionnement en produits toxiques à partir de la rue. Il est important de noter que nous ne traitons pas les troubles liés à l'utilisation des opioïdes.
Mais dans certains refuges, on ne se concentre pas sur les besoins des usagers. Par exemple, certains clients peuvent être envoyés d'un hôtel refuge avec peu ou pas de préavis sur des infractions mineures. Nous avons fait notre mieux pour que des clients restent à la maison, qu'ils connaissent depuis plusieurs mois ou qu'ils soient transférés plutôt ailleurs que d'être envoyés dans la rue. Ensuite, il y a des clients qui ont été rejeter des refuges, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, surtout après la fermeture de l'esplanade et de leur donner aux clients de quitter les lieux le plus tard le 6 décembre. Pour continuer à avoir les clients qui sortent de l'abri, nous avons dû faire la transition et fournir des soins à notre site de West Queen. Nous avons pu continuer de les soigner alors qu'ils n'étaient plus en refuge, mais c'est un exemple de comment nous avons dû nous adapter pour pouvoir continuer de fournir le soin à nos clients et clientes. Et à l'avenir, notre équipe mobile proposera la prise en charge de l'hépatite C. Nous avons constaté qu'un grand nombre de nos clients ont l'hépatite C, mais il est difficile de les mettre en contact avec des programmes de traitement parce qu'ils ont tendance à ne pas se présenter à leur rendez-vous. Nous avons donc pensé qu'en offrant le traitement de l'hépatite C à l'interne et au cours du même rendez-vous SOS, nous pourrions réduire ces obstacles. De plus, notre programme n'a qu'un an et donc nous aimerions continuer à recueillir des données par le biais de questionnaires et d'examens de dossiers pour évaluer les résultats et les préoccupations des clients afin d'informer et de façonner notre programme. Pour la connexion avec les équipes mobiles, nous avons eu l'occasion de conseiller et d'apprendre d'autres équipes mobiles, comme le programme SES Mobile du SRCHC et les Inner City Health Associates qui ont récemment lancé leur propre programme mobile AOT et SOS. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec ces équipes pour apprendre les uns des autres et nous soutenir mutuellement. Le comité consultatif mobile, les clients de l'équipe de base PQW ont été impliqués dans le comité consultatif où ils partagent leurs réflexions, leurs préoccupations et leurs recommandations sur la façon d'améliorer le programme SOS en fonction de leur expérience. Au fur et à mesure que notre programme prend de l'ampleur, nous souhaitons inclure les clients du programme SOS Mobile dans le comité consultatif. Enfin, nous voulons réitérer que notre programme est une extension de la réduction des risques et non un traitement de la dépendance. Nous ne sommes pas basés sur l'abstinence ou le rétablissement. Nous donnons la priorité aux voix des personnes utilisatrices de drogue. Notre programme SES Mobile est une réponse à l'augmentation constante de l'offre de drogues toxiques à partir du marché illégal et la nécessité de fournir des fonds accessibles pour faire face à cette crise. Merci. Merci beaucoup. Nous tiendrons maintenant une séance, en fait, c'est-à-dire nous tiendrons la séance de questions à la fin de la présentation, mais merci de cette présentation très intéressante. Maintenant, nous avons des membres de South Riverdale Community House Center. Il y a quelques personnes qui sont avec nous. Je vais vous les laisser se présenter, pardon, elles et eux-mêmes. Donc, merci de partager vos Donc, je vais juste interrompre tout le monde pour vous demander s'il vous plaît, faire attention au début de votre voix pour le bien-être de nos interprètes. Ici Jolene, je suis gestionnaire du programme pour le programme Safer Supply de Riverdale. Je suis impliquée avec plusieurs programmes et je coordonne aussi le programme de Safer Park. Et maintenant, je passerai la parole à ma collègue de Toronto. Bonjour, ici April. Je suis travailleuse communautaire ici à Riverdale. Je passe la parole à Tanisha. Bonjour, ici Tanisha. Je suis agente de santé communautaire mobile ici au service SOS. Et maintenant, je passe la parole à Naïma. Bonjour, ici Naïba. Je suis infirmière praticienne, la seule praticienne infirmière de SOS Mobile. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Maintenant, je passe la parole à Adriana. Bonjour, ici Adriana Leblanc. Je suis travailleuse sociale spécialiste en traumatisme ici avec SOS Mobile. Et je passerai la parole à Nikki. Bonjour, ici Nicole. Je suis aussi travailleuse sociale spécialisée en traumatisme ici à SOS Mobile Riverdale et je passe la parole à Mel. Bonjour, je suis travailleuse de soutien au programme SOS ici à South Riverdale également. Passons à la prochaine diapo.
Donc, pour faire un petit résumé, au mois de juin 2021, nous avons fourni l'occasion de réviser nos systèmes de financement en se penchant sur certains écarts qui avaient été identifiés par ce qui est maintenant devenu le Comité consultatif mobile SOS, dont le but est d'offrir de nouveaux services dans des régions géographiques à l'est de South Riverdale, ce qui inclut le quartier de Queens et donc SOS 99615 a commencé au mois de juin 2020. Les écarts identifiés par les équipes interdisciplinaires étaient des travailleuses sociales spécialisées en traumatisme, compte tenu des défis continus que nous voyons dans les pharmacies. L'une des grandes tendances que notre équipe a pris, c'était qu'une fois que les clients et les clientes s'étaient stabilisés sur nos prescriptions SOS, leur histoire traumatique avait tendance à refaire surface et nous avons donc besoin de ressources additionnelles pour les soutenir. Et donc, les personnes dont les expériences incarnées, les affects sont importantes et et en collaboration avec notre approche, cela est cohérent. Et donc, au mois de mars 2022, CHC SOS Mobile Program de South Riverdale a été lancé. Et donc, nos trois panélistes aujourd'hui ont identifié un écart important dans le type de services fournis aux communautés à l'est de South Riverdale. Il y a un hôpital et une poignée de fournisseurs, fournisseuses de soins de santé. Donc, la question, c'est comment desservir les communautés d'utilisateurs et utilisatrices de drogue. Notre amendement a été approuvé au mois de décembre 2021, juste avant Noël. C'est un beau cadeau de Noël et donc nous avons commencé à embaucher des gens pour rejoindre l'équipe mobile pour 2022. Et il nous reste encore quelques positions à remplir. J'en parlerai davantage plus tard. Et donc, nous sommes situés au 955 Queen Street Est et notre clinique est au 1245 Danforth Avenue. Et nous avons aussi d'autres lieux de mobilisation et cela inclut le travail avec des ressources existantes dans les secteurs de l'Est. Et donc, nous faisons des partenariats assez poussés avec d'autres organisations de soins des communautés qui travaillent déjà sur le terrain. Donc, juste pour vous parler de notre modèle d'emploi, en ce moment, notre équipe comprend deux infirmières officielles, deux travailleurs et travailleuses des services et soins de santé, deux travailleurs, travailleuses sociales spécialisés en traumatisme, une employée de soutien au programme et une personne adjointe administrative. Nikki et moi-même parlerons de ces prochains éléments sur les travailleuses sociales spécialisées en traumatisme. Donc, cela a émergé, comme le mentionnait Jolene, autour du constat que l'histoire traumatique de nos clients sont souvent complexes et difficiles. Et donc, sur le terrain, nous réfléchissons beaucoup à l'élaboration de programmes de travail social qui permettraient vraiment un meilleur soutien pour la personne cliente. Et donc, lorsqu'on dit de rencontrer les gens là où ils sont, c'est aussi géographique, émotionnel. Et donc, l'une des choses, Nikki et moi parlerons de deux aspects différents parce que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai été embauchée en premier euh, au South Riverdale Center. Et donc, j'ai fini par faire quand même assez de travail avec l'équipe fixe et ça l'est devenu l'une des pierres angulaires de mon travail. Et Nikki soutient l'équipe autrement. Donc, je lui passe la parole. SOS Mobile team. I only see Donc our oui, je vois seulement ces clients ici sur le site.
ce qui m'a permis de libérer du temps pour pouvoir les rencontrer, mieux les connaître de façon organique, parce que souvent, on voit le mot traumatisme dans le titre et les gens nous évitent. Ils se disent, ah non, on n'a pas envie de vous parler. Donc, j'ai eu l'opportunité de juste lentement bâtir des relations avec les gens, nos clients. Et comme ça, graduellement, les gens nous font plus confiance et nous approchent et nous bâtissons des alliances thérapeutiques. Donc, moi et ma collègue Adriana, nous travaillons dans ce domaine. J'ai aussi mentionné qu'il y a beaucoup de soutien de crise avec les gens. Je crois que c'est très pratique quand nous sommes sur le site que les gens nous voient et développent des relations avec nous. Nikki a réussi à sortir avec l'équipe mobile et moi, malheureusement, je n'ai pas cette occasion, mais c'est vraiment fantastique ce travail. Donc, une chose que j'aimerais mentionner, c'est que nous avons commencé avec des groupes de soutien. Donc, nous avons parti un groupe de soutien en juin. Et essentiellement, ce groupe, c'était un groupe de visite libre, donc n'importe qui fait partie de ce programme de réduction des dommages se sent en sécurité. Donc, nous avons des services pour la santé mentale. Donc, ces groupes ont été vraiment très bien, ont une participation très active et ça nous a permis de bâtir des relations et tisser des liens. Donc, avec des gens qui avaient peur de venir nous parler, nous approcher, ont participé dans un groupe parce que c'était moins peurant et plus accessible. Donc, nous sommes aussi, une des choses que les clients ont identifiées, c'est que avec le groupe de visite libre, les gens peuvent établir des objectifs. Donc, les gens qui voulaient arrêter ou réduire leur utilisation de drogue de rue ont été traumatisés ou déclenchés par des gens qui ne voulaient pas ça. Donc, nous avons un groupe, ce que nous appelons le groupe sécuritaire dans cet espace. Donc, nous sommes encore en train de bâtir cet espace présentement afin de pouvoir établir deux groupes distincts pour des gens avec des objectifs différents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense que tu as tout couvert. Donc, comme la travailleuse de soutien sur l'équipe, je travaille sur le CA et j'aide à fournir l'équipe de provision mobile. Donc, c'est pour les gens qui tentent de trouver des services au centre Riverdale. Donc, basé sur mon expérience sur ce panel, donc, nous essayons de vraiment augmenter nos services en termes de conseils consultatifs. Donc, ces diapos surlignent des projets que nous avons, des partenariats, donc avec le Agent Core Community Services Association ou AXA, nous faisons des visites libres dans le centre du Sud. Donc, c'est un service d'accès pour des gens à Scarborough. Ils peuvent prendre des rendez-vous. Nous recevons des références à travers eux. Ça a été plus occupé récemment et c'est un excellent centre de visite libre pour des gens qui veulent nous rencontrer à mi-chemin. Et antérieurement, nous avons aussi le centre pour les hommes et ça a transitionné récemment pour devenir plus un centre d'éducation participative pour des groupes qui font du travail semblable en parallèle. Et la clinique mobile n'était pas aussi occupée, donc ils étaient aussi intéressés à avoir des services de santé actifs. Donc, le centre Scarborough for Healthy Communities, c'est aussi moins actif, mais nous sommes en partenariat avec eux, avec un programme qui sont sur la rue Lawrence. Et nous avons également un partenariat avec le Homes First Delta Shelter Hotel. Et ça, c'est une clinique mobile également qui est très occupée parce que nous allons où les gens résident
et et les gens peuvent venir sans rendez-vous à cette clinique. Donc, nous sommes très chanceux aussi d'avoir un pharmacien en consultation en partenariat avec nous. Donc, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui surviennent dans la communauté, surtout quand nous sommes en train de prescrire des hydromorphines. Donc, souvent, ils ne sont pas habitués à avoir ces programmes. Donc, ce programme est vraiment basé au centre-ville. Donc, les gens qui travaillent là, qui fonctionnent avec le méthadone, sont aussi formés dans ce domaine. Donc, ils peuvent pouvoir accès à ces consultations nous permet d'aller directement vers un expert à SOS qui connaît la nature du travail, connaît les relations, connaît les standards et l'application des prescriptions. Donc, cette personne peut nous donner des conseils pour pouvoir faire la résolution de problèmes sur des enjeux et comment le mieux gérer nos partenariats avec des pharmacies que nous approchons. Et aussi, nous avons des questions pour les pharmaciens qui sont reliées aux médicaments, peut-être liées aux des foies qui ont des abnormales. Donc, on peut poser des questions aux pharmaciens plus particuliers. Donc, c'est très, très, très aidant et utile dans notre travail. Je vais parler un peu des obstacles que le site fixe rencontre dans notre travail, donc aussi auxquels nous avons fait face dans nos derniers mois. Donc on les aide. Nous aidons les gens qui sont incarcérés, donc c'est plus difficile. Nous devons déterminer que la durée de l'incarcération. Malheureusement, comme nous savons, les médicaments disponibles aux personnes en prison ne sont pas géniaux. Donc, aussi, nous travaillons avec des travailleurs sociaux, mais aussi, ils ont quand même des limitations par rapport à l'accès aux centres psychiatriques. Donc, nous avons seulement 2 travailleurs sociaux avec à la maîtrise. Donc, au fur et à mesure que nous accroissons nos programmes, il y aura plus d'accès. Donc, aussi, il y a aussi l'accès à la couverture formulaire ODB, donc provinciale. Donc, il y a une capacité limitée pour l'inscription au programme dû au manque d'employés. Nous avons aussi, malheureusement, on ne peut pas passer à travers autant d'applications, donc c'est difficile de gérer la demande. Il y a des options limitées aussi pour le logement. À ce moment-ci, beaucoup de nos clients sont sans abri. C'est difficile d'accéder à des logements ou des hébergements temporaires. Donc, beaucoup de nos clients sont souvent découragés ou sont renvoyés des services médicaux quand ils ont excédé leur temps-là. Donc, il y a aussi des options limitées pour l'engagement social à travers le bénévolat, les visites libres. Et donc, le programme SOS a été un point de référence et de liaison très important à travers nous et nos clients aussi. Mais bien sûr, il y a une capacité très limitée sur le montant de la limite de gens qui puissent accéder. Et dû aux réglementations pendant COVID, ça a aussi causé des barrières et d'accès. Donc, les gens qui sont dans la région de South Riverdale, par exemple, souvent ces gens perdent des objets, des matériaux et c'est difficile de les remplacer, par exemple. Donc, souvent pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est difficile de les rencontrer à mi-chemin. Donc, on les rencontre dans des cafés, d'autres lieux neutres, mais souvent, ils vont manquer leur rendez-vous. Mais heureusement, nous avons accès à un chauffeur qui peut ramener des clients pour les amener à des rendez-vous. Donc, quelques succès dans notre programme. Donc, certains, dû aux critiques qu'on a reçues, 98 des clients ont rapporté une réduction d'utilisation de fentanyl. Donc, ce n'est pas un programme de traitement. Donc, notre programme n'est aucunement un programme d'abstinence, mais nous tentons de les aider à réduire
de consommation de fentanyl. Donc, si c'est leur objectif, beaucoup des gens ont une signification, ont une réduction significative de leur consommation. Donc, ça peut vraiment réduire les conséquences liées à la consommation par injection. Donc, beaucoup des clients ont remarqué une signification une réduction significative d'activités illégales. Donc, ça leur permet d'avoir plusieurs autres options d'emploi disponibles. Donc, ça leur permet d'avoir des meilleures relations avec des fournisseurs de soins sans jugement. Donc, nous tentons d'avoir vraiment des travailleurs qui ont des meilleures relations, qui comprennent les enjeux et les expériences de nos clients. Donc, ils ont rapporté qu'ils ont moins d'obstacles d'accès aux soins particuliers. Et nous avons aussi inclus quelques citations de nos clients. Donc, certains ont dit qu'ils se sentent plus stables médicalement et mentalement, plutôt que constamment avoir à être malade et à se retrouver une façon de trouver de l'argent ou d'être en retrait de consommation. Donc, beaucoup de gens ont dit que l'approvisionnement plus sécuritaire m'a sauvé et m'a permis d'éviter de retourner à la rue pour mon approvisionnement. Il m'a prévenu de vivre une surdose et ça m'a permis de continuer à travailler. Donc, une personne a dit, je n'ai même pas utilisé le fentanyl ou l'héroïne depuis les derniers 3 mois. Donc, finalement, j'ai dit, les stress quotidiens ont grandement diminué depuis SOS et me permettent de ne pas commettre des crimes ou me mettre à risque d'être incarcérée. Donc, je peux aussi mieux manger présentement. Donc, en regardant les statistiques de l'équipe présentement, dans la dernière période de 6 mois, donc depuis le 1er avril 2022 jusqu'au 1er septembre, le 30 septembre 2022, nous desservons présentement 23 clients, 202 reçoivent des approvisionnements. Donc, nous servons aussi des clients qui ne sont pas liés à SOS, mais qui reçoivent quand même des fournitures de réduction, de l'éducation, des références, de la nourriture, du soutien en crise et du conseil, consultation. Et nous avons aussi des activités régulières. Donc, nous avons 15 visites libres en style de groupe et elles sont en alternation avec des programmes d'art basés sur une programmation de psychoéducation. Nous avons une sortie sociale qui a lieu au Ripley's Aquarium. Nous avons 9 sessions plus complètes de cérémonies pour personnes autochtones identifiées comme femmes, pour travailler avec le programme Regalia The Northern Feathers, et qui est fourni par Roberta Whitebird. Et nous avons un nombre total de rencontres de 713 de façon directe et 427 indirectes par l'équipe SOS Mobile. Il y a eu 152 rencontres pour du conseil informel et 16 rencontres de conseillers pour personnes en crise. Merci au Centre South Riverdale pour être ici et présenter et partager vos expériences. Nous apprécions énormément. Prochainement, je peux voir que les gens ont mis des questions dans la boîte de messagerie. Si vous pouvez continuer à faire cela, parce que suivant la prochaine présentation, nous allons avoir une période de questions et réponses. Donc, si vous voulez inscrire vos questions dans la boîte de messagerie, Zoom, ça serait génial. Je suis aussi en train de regarder nos sondages. Et, ça nous aide avec les statistiques à obtenir des subventions. Donc, si vous voulez y participer, ça serait très utile pour nous soutenir. Merci. Dans nos présentateurs finaux, nous avons quelqu'un du London Community House Team
Len, il y a Len et Brandy. Merci beaucoup. J'aimerais juste remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui et d'inviter moi-même et Brandy à être ici. Je suis Len Hughes, je suis le travailleur de soutien intégré et Brandy, je vais te laisser faire ce travail de partage. Moi, je suis Brandy Tapp, je suis une infirmière praticienne, je travaille dans notre clinique et je suis aussi la chef de clinique pour le programme Home, duquel nous allons parler aujourd'hui. Donc, Brandy, si tu aimerais juste dire une blague pendant que je trouve notre présentation. I have it here. Just give me 1 second and I'll bring it up. I will promise you. Len, Okay. I can pull it up I probably. have faith Oh, in dear. you. Thank Len, you. je peux partager la présentation. Just give me a second while I do that. Len, you tell us a joke. Actually, I thought for our presentation today, I know that we've presented on our home program for the community of practice previously. So I wanted to give a brief sort of refresher on the home program, and then I'll let Brandy Nous allons slide suspendre. and talk more about how we serve the Donc, je vais demander à Brandy, je vais demander à Brandy de parler. Donc, je suis honorée d'être ici. Folks, it's an amazing team to work for. I am amazed every day by the work that each of these wonderful people does in caring for folks in our community. So the home program, or Health Outreach Mobile Engagement, is Oh, Len, we lost you there. Len, I think you hit your mute button. There we go. So the home program. Oh, it happened again, Len. Yeah, it says the host is muting me. So the home program sort of reimagines healthcare for people deprived of housing. Next slide. We provide, so the home program is made up of actually 5 agencies. We provide a multidisciplinary, multi-sectoral mobile approach to healthcare for those who have barriers to care and who are living unsheltered in our community. It's a partnership between us here at the London Intercommunity Health Centre, CMHA, Thames Valley Addiction and Mental Health Services, the London Cares Homeless Response Team, Middlesex London Paramedic Service, and the Regional HIV/AIDS Connection. Next slide. So the aim is to engage individuals who face barriers to accessing traditional models of care and to develop service provider capacity to overcome systemic barriers in providing harm reduction, of which SOS is a huge part, and stabilizing healthcare, and of course, comprehensive care and social services. As we all know, the pandemic just really exacerbated the current opioid crisis, and it hit the community in ways we couldn't have imagined. Restrictions began to happen in terms of services available to people facing barriers. And we thought, what can we do to reduce some of those barriers and re-engage with those folks who are lacking those critical supports? We know coming out of the pandemic that homelessness is increasing, that the healthcare system's under immense pressure, and that the folks we serve that are living on the streets are a lot of times just without access to basic supports. Next slide, please. So we said, look, what if instead of talking about hard to reach patients, what if we started talking about how it is that people experience hard to reach doctors,
or hard to reach services, right? Or a system that has attitudes of stigma and oppression towards the population that we're serving. Next slide. So we operate on a couple of different tenets, and that is that we feel that the people who use substances are the experts in their lives. We wanted to reduce barriers or have no barrier care. We operate exclusively or inclusively through a harm reduction lens, and it's really participant-centered and participant-led care delivery, and it's non-punitive. We work and surround people who have goals in their lives. We're not making any suggestions to them about what they should be or shouldn't be doing, but rather are present in their lives to walk beside them and provide them the supports that they require. Next slide. So we provide medical care, triage, assessment, episodic care, prescribing, wound care, flu shots, infections, treatments. We have an outreach team that works alongside the clinical team to provide harm reduction support, equipment, supplies, information, education. We really do a lot of relationship building and engagement. We do infectious disease testing, both Hep C and HIV. And we have a systems navigator assigned to the home program. So we do a lot of systems now, healthcare system navigation, linkages, referrals, accompaniment for clients to support them accessing appointments. And we try and support, and we're building relationships with local hospitals to support our folks accessing and staying in hospital with the medications they require if they need to be in hospital. Next slide. So some of the other things, social service systems navigation, we do assistance with forms, ID, housing, income supports, provision of basic needs, food, in the moment, hygiene products, clothing, again, referrals in real time as needed to agencies or community partner services. We also do peer support and referrals to recovery community if that's what people are interested in doing. And next slide. So the way we're operating currently is we have a team available 5 days a week. 2 days a week, we have folks who will be out on a bus. It's a 24-foot bus that we have just had delivered. We'll have a prescriber, usually Brandy, along with a couple of paramedics, a nurse, some systems nav, a couple of outreach workers who are on site and then fan out to find folks in community. And then 3 days a week, we have a very nimble and responsive team of nurses and paramedics who can do follow-ups, visit folks in encampments, meeting them where they're at to provide health care, wound care, that kind of thing. It's a mobile service. We're trying to be as responsive as possible, given the nature of the current homelessness crisis. We have a couple of fixed locations where we tend to send the bus, but as we work towards trying to stabilize folks who are still without housing and without shelter, we're trying to be a lot more responsive with input from our community partners in order to deliver services where they're most needed, where the encampments are. Next slide. Brandy, I'll let you take over here. Thanks, everybody. Thank you. So looking at home in terms of how we provide safer supply. So to start, our bus is a fully outfitted medical clinic on wheels. So anything that we do in the clinic, I can do on the bus. So we offer full wraparound primary care via home. And we have added to that safer supply. So because our program was designed to reach and engage with folks who are unhoused or
tenuously housed and have limited access or no access at all to healthcare. And that's for myriad reasons, as I'm sure you're aware. By having an opportunity to provide care to that community, we've also been given the ability to provide safer supply to folks who live rough, are unable to access the larger healthcare system, and would otherwise not attend a brick and mortar clinic. So we've put a lot of work and time over the last 35 years in making our clinic accessible, but ultimately at the end of the day, sometimes no matter what we do, a brick and mortar clinic is just not psychologically, emotionally, or physically accessible for some of our community members. The next slide, please. Oh, just went dark. Can everybody? Oh, it's back, sorry. Via Home, our Safer Supply participants are distinct from our clinic participants. So we have Safer Supply participants who come to the clinic for care, and then we have Safer Supply participants who come to our bus for care. And many of those differences are directly related to lack of access to meaningful healthcare. So some of the differences that we're seeing is that the majority of the folks who attend home have minimal or no community level supports. So a lot of folks have no engagement whatsoever with any level of support in the community, from outreach workers to mental health supports, housing supports, or even any kind of financial support, including OW and ODSP. We're seeing significantly more untreated or undiagnosed physical and mental health conditions, which, as you can imagine, are very problematic for our patients. Increased illness and injury related to malnutrition, exposure, assault, and lack of access to clean water, and decreased access to safe and clean gear because due to some bylaw concerns in the City of London, a lot of folks who live rough are having to move further and further away from the downtown core, and minimal previous interactions with safe healthcare providers and pharmacies. Next slide, please. Thank you. So our approach to providing safer supply via our mobile clinic remains very similar to the approach that we take in our brick and mortar clinic. So we still aim for weekly or twice weekly appointments with no concrete appointment time. Rather, folks are welcome at any point during our 6-hour home clinic. We aim for 6 hours, sometimes a bit more than that. Because our bus is a fully stocked medical clinic that lets us provide wraparound primary care services, we can offer, in addition to safer supply, just like we do in the clinic, full medical care, and that includes lab work, minor procedures, preventative care, such as pap smears, ordering mammograms, referrals. Our medical outreach team, which provides street level care Monday, Wednesday, Friday, and that consists of RNs and paramedics, are able to connect with our home patients requiring additional supports on the days that our bus isn't operating. The next slide, please. So we provide safer supply via health outreach mobile engagement through a client-centered, team-based, and comprehensive approach. We follow the same principles, guidelines, and protocols as our clinic-based program. And we are absolutely seeing the same positive patient health outcomes and psychosocial impacts, such as reduced risk of overdose, poisoning from a toxic street supply, infectious disease transmission, incarceration, and death. We just have some quotes from some of the folks that receive care via the bus. The next slide, please. So we recently released our statistics, our record keeping for the period of January 11th, 2021 to January 10th, 2022.
So in that 12-month period, the home program saw 1,059 unique patients. 71% of those folks came once and 29% accessed care 2 or more times. 1,175 non-essential emergency room visits were potentially prevented. And then 780 chronic, illness care visits were conducted. The next slide, please. And to add on to that, just some numbers around infectious disease care, prenatal visits, and by emergency medical interventions, it's actually what we mean by that is CPR or resuscitative interventions. So the nice part about the team we've put together for home is that we have a mix of paramedics. We have 2 full-time paramedics, 4 part-time. There's always 1 registered nurse on the bus, a systems navigator, and myself. So we have a real mix of backgrounds, experience, and skills, which I think is really beneficial to the program. And all 12 of those overdose responses did have a positive outcome. I think this year we're closer for the overdose response number. We've actually surpassed 30, unfortunately. The next slide, please. So for the same 12-month time period, client feedback survey respondents reported also what I see as positive numbers. 100% find it easier to access care, feel comfortable accessing care, would recommend, and have experienced improved well-being. The next slide, please. You can access our home webpage and any other questions you may have. I'm really excited when I get to talk about health outreach mobile engagement because I think it's a really revolutionary way of providing care, and it's proven to be quite successful and proven to be really beneficial for our community, which is fantastic. Thank you. Thanks, Brandy. Just wanted to, so we have approximately 300 rostered patients on our Safer Opioid Supply program. And we don't limit access for our Safer Opioid Supply patients. They can access us here in person at the clinic, or if it's better for them and the bus is closer to where they are at in community, they're welcome to visit the bus as well. So there's no distinction or limit on where they can obtain their Safer Opioid Supply prescriptions. Thanks. Thank you, Brandy. Thanks, Len. Thank you, Len and Brandy, for your presentation. It really makes me want to see the bus. Merci, Len et Brandy, pour vos présentations. Ça nous fait vraiment voir l'ensemble de votre travail. Oui, venez nous visiter quand vous voulez. Donc, on va maintenant passer à la séance de questions. Si vous aimeriez peut-être cliquer sur la boîte de questions et réponses. Et si il y a quelqu'un dans l'équipe qui a une bonne réponse, vous pouvez y aller. Il y a 2 questions qui se ressemblent, donc je vais les poser tout de suite. La première étant, combien de personnes sont impliquées dans vos programmes? Et l'autre sous-question, ce serait, selon vous, s'ils ne sont pas déjà impliqués, comment est-ce qu'on pourrait impliquer une membre au soutien des pairs à votre équipe? Donc, peut-être qu'on peut commencer avec Parkdale West Community. Oui, pas de problème. Et donc, en ce moment, on est une toute petite équipe. Nous ne sommes que 4. Et donc, même si on n'a pas de pair dans le programme directement, on collabore avec Launch, qui était avant connu comme Movid Team Reduction, qui avait été impliqué avec de nombreux pairs. Et nous comptons aussi sur l'appui d'une équipe élargie pour le reste de nos activités. Merci. Et South Riverdale Community House Center, qu'en pensez-vous?
Donc, je pense qu'il y a une petite conviction à savoir qui devrait répondre. Je pense qu'on a déjà mentionné que les expériences incarnées sont quelque chose de très important dans notre travail. Je n'aurai pas nécessairement de statistiques à vous présenter par rapport aux personnes qui ont des expériences vécues, mais je sais que ça fait partie de nos entrevues d'embauche et je dirais personnellement que moi, c'est le cas. J'ai fait l'expérience personnelle de l'utilisation de drogue. Je n'ai pas de problème à en parler, mais je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait quelque chose à rajouter. Oui, je ne veux pas exposer qui que ce soit, mais le contexte qui s'identifie comme une personne paire, c'est quelque chose qu'on veut éviter parce que de nombreuses personnes employées ont déjà des expériences passées ou actuelles d'utilisation de drogue et c'est quelque chose que nous tentons d'accommoder en fait selon la pertinence de cette caractéristique. Donc, je crois que c'est une question de limite personnelle. Adriana, je ne sais pas si vous aimeriez continuer. Oui, pour ce qui est de moi, j'apporte mon expérience vécue dans tout ce que je fais. Je ne parle pas activement de mon expérience personnelle avec mes clients, à moins que ça devienne pertinent. Donc, des fois, ça peut être approprié, mais je ne fais pas exprès de parler de ma consommation avec des personnes, mais je pense que ça fait partie de comment j'approche mes clients et mes clientes, comment je travaille. Je me souviens du type d'expérience que j'ai vécue, principalement par le passé avec l'utilisation de drogue. Merci de ce témoignage, Adriana, et merci de t'être mise vulnérable. Len, je crois que vous vouliez aussi parler à ce sujet, comme beaucoup d'autres participantes, j'ai aussi. Donc, pardon pour nos auditeurs, auditrices francophones, la qualité audio de Len est insuffisante pour l'interprétation. To help us with a harm reduction kit preparation, and we also have a peer advisory council that meets monthly to advise the program. So, yeah, lots of lived experience. Donc, en gros, Len disait qu'effectivement, beaucoup de personnes ont des expériences vécues dans leur équipe. Pour l'équipe de South Riverdale, est-ce que votre programme mobile a une zone d'admission spécifique? Eh bien, moi, je peux parler un peu de notre programme. Nous desservons des clients et des clientes directement à notre site, donc à l'est de la ville. Notre clinique principale est dans la région de Greenwood, donc dans la région de Scarborough, à l'est de Scarborough. Notre clinique la plus éloignée est à Lawrence and Mornings. Et donc, je dirais vraiment que c'est plus dans l'est de Scarborough. Merci. Et je poserai la question à la même personne. Quelle est votre location sans rendez-vous la plus proche? Moi, je peux en parler. Nous sommes mobiles, hein, donc nous savons où les personnes habitent. Donc, on ne va pas nécessairement attendre qu'ils viennent. On va admettre les personnes formellement. Et une fois que c'est fait, on les voit une fois ou plus par semaine, que ce soit en personne ou par téléphone. Et on les voit aussi dans le système de refuge, que ce soit dans les hôtels ou dans d'autres établissements. Merci. Nous avons aussi de nombreuses autres questions par rapport à la médication. Je vais en nommer deux pour qu'on puisse au moins faire la distinction de ce qui est demandé. Donc, quelles médications spécifiques sont-ils utilisées dans les programmes et quelles sont les alternatives au fentanyl en Colombie-Britannique? Je peux parler de South Riverdale. Pardon, tu as été mis sur sourdine. Est-ce que ça va? Oui. Donc, nous utilisons des médicaments
comme de la morphine à libération lente et en pilule de 8 mg. Donc, les personnes peuvent aller à la pharmacie, aller chercher la prescription, aller à la maison avec leur médication et les prendre selon leurs besoins. Ils peuvent l'utiliser toute la journée. Et il y a des personnes qui utilisent la méthadone aussi. Donc, c'est des médications à libération lente. Et il y a aussi de la médication à action rapide. Donc, ce sont nos personnes utilisatrices, la réalité de nos clients, mais je ne sais pas si d'autres personnes auraient d'autres expériences. Donc, dû à un niveau de qualité audio insuffisante, il est impossible de traduire le contenu de Madame Tapp. Just about all prescription opioids that are covered by ODB, we do use fentanyl patches. If that's what the patient feels would work best for them. Suboxone, methadone, and also methamphetamine safer supply, so Ritalin and other stimulants. Thanks, Brandy. And is anybody from Parkdale? Merci. Et est-ce qu'il y aurait un ou une participante de Parkdale qui pourrait répondre à la question aussi? Oui, pour Parkdale Queen West, c'est similaire à South Riverdale. Donc, on utilise le même type de médication, la méthadone ou de la morphine à libération longue. Mais en ce moment, on ne fournit pas de patch de méthadone parce que ça n'est pas compatible avec nos programmes. Nous avons des utilisateurs et utilisatrices qui utilisent cette médication, mais nous ne la fournissons pas nous-mêmes. Merci. La prochaine question concerne la capacité maximale de Parkdale Queen West. Et on se posait la question de savoir s'il n'y aurait pas un formulaire d'admission uniforme pour tous les refuges et tous les services de soutien aux personnes sans domicile fixe. Et donc, on aimerait savoir quelle est votre capacité maximale à Parkdale West. Eh bien, notre capacité maximale, on vise environ 60 places. Donc, en ce moment, nous avons environ 50 personnes. Malheureusement, notre période de soumission et d'admission sont fermées puisque l'hôtel a fermé. Beaucoup de nos clients et clientes ont été égarés et donc, ou délocalisés. Et donc, en ce moment, nous devons relocaliser nos utilisateurs et utilisatrices. Et on pourra parler donc de système de référencement un peu plus tard. Len and Brandy. Donc, nous avons des questions pour Len et Brandy. Donc, les ambulanciers sur le site, est-ce qu'ils travaillent comme employés? Est-ce que c'est des bénévoles? We're in partnership with Middlesex London Paramedic Service. They're paid employees of Middlesex London Paramedic Service, but they work for the home program. So when it comes to the home program, actually, most of the agencies we're partnered with provide resources and like human resources to the project in kind. But we do pay for the paramedics, and they are on a salary through the London Middlesex Paramedic Service, but work for the home program. And if I could just add, we have 6 total paramedics, 2 full-time, 4 part-time. They were all very carefully chosen and went through a fairly extensive training program that we developed to introduce them to not only primary care, but the way we provide primary care. Perfect, thank you. The next question is directed specifically to the trauma support workers. Can you elaborate on some of the best practices you have used with the most success? They understand it's very individual and person-centered,
but is there a specific crisis tool or area to start that has been the most successful? Nikki, do you want to go first or do you want me to say anything? You can go ahead, Adriana. Sorry, just having some problem with my volume. Okay. Désolée, j'ai des problèmes avec mon volume. Je ne peux pas penser à des choses spécifiques. La chose principale, je dirais, qui est la plus importante, c'est de se concentrer sur la sécurité et la stabilisation et vraiment de reconnaître que nos clients, souvent, leurs expériences de traumatisme, c'est une expérience que peut-être eux-mêmes, ils n'appelleraient pas le traumatisme, mais ça, c'est en train de créer une incapacité à réagir dans le moment. Donc, pour que toi, c'est important d'être une présence calme et lucide et juste de fournir des techniques de grounding qu'on appelle. Donc, des fois, c'est très individualisé pour chaque personne. Donc, il faut être très flexible et vraiment s'adapter à où est le client et vraiment suivre le rythme. Donc, des fois, c'est être très directif. Autrefois, c'est d'être en écoute active et d'être dans le recadrage de leurs expériences, de créer des stratégies de sécurité. Est-ce que ça répond à la question? Donc, j'aimerais juste rajouter à ton point, Adriana. Donc, chaque client est différent et ce qui fonctionne pour un client ne fonctionne pas nécessairement pour un autre. Et même le même plan une semaine pour un client ne serait pas le même pour une autre semaine. Donc, des fois, ça peut changer. Donc, juste offrir de l'écoute et du soutien actif au fur et à mesure et vraiment de bouger, d'avancer au gré du client et leur état dans le moment. Donc, merci beaucoup, Nicole et Adriana. Pour les participants, prochaine question, c'est de savoir quelles sont des stratégies pour la titration et de l'information pour de l'UDS. Et entre parenthèses, donc c'est ça, voir un peu comment comparer à la référence à des centres de santé directs. Donc, vraiment, ça a été très individualisé pour nos clients. Donc, on travaille ensemble comme équipe et on va se consulter sur qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Donc, récemment, on s'est lié avec un client qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs semaines. Et je me suis assise avec elle, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique concernant l'espace ou le type de rencontre qui pourrait te rendre plus confortable? Et elle m'a dit, c'est le climat de l'espace qui me rend anxieuse. Donc on a prévu la rencontrer plutôt dans des cafés pour adresser cela. Donc, concernant l'UDS, on ne fait pas des UDS, on les fait de façon aléatoire. Donc, parce que nous sommes mobiles et nous sommes dans différents lieux semaine par semaine, nous ne voyons pas les clients de façon récurrente nécessairement. On va les voir peut-être. Des fois, on va faire multiples rendez-vous, mais quand des fois, c'est en personne et ensuite au téléphone. Donc, les UDS, on les offre au besoin. Donc, parfois, on va dire, on va rencontrer un client à un lieu ayant une salle de bain ou s'ils veulent faire ce rendez-vous quelque part, s'ils sont curieux de qu'est-ce qu'ils ont dans leur urine, on va leur offrir cela, mais on n'a pas une façon structurée de l'offrir. C'est pas très strict. Donc, il y a quelque chose d'autre par rapport aux pharmacies, une composante concernant cela, je ne me souviens plus de quoi il s'agissait. Merci. Donc, c'était se servir des pharmacies comme forme de titration. Donc, dans nos cliniques, de titrage, pardon. Donc, dans nos cliniques, ça dépend de qui fait l'engagement. Donc, surtout pour les clients qui sont plus stables, donc ils ont peut-être d'autres enjeux médicaux en même temps. Donc, notre équipe d'infirmiers vont faire des suivis avec eux et
Donc, ça fonctionne très bien pour nous. Donc, pour les pharmacies, donc je ne suis pas certaine. Je crois que ça peut être utile d'avoir des pharmaciens conseillers qui nous aident dans notre travail et nous donnent des informations sur quoi ordonner, quel genre d'aide. Donc, ça peut être difficile de trouver des pharmaciens dans la communauté et de voir qu'est-ce qui peut travailler, qu'est-ce qui peut fonctionner le mieux avec nos clients. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait offrir des réponses à ces questions? Je voulais juste fournir cette option. La prochaine question est, quel conseil est-ce que tu donnerais à des communautés qui luttent pour recevoir du soutien des municipalités pour des approvisionnements plus sécuritaires et des programmes? Est-ce qu'il y a du militantisme politique et du conseil exemple de cela que vous pourriez offrir? Over 6 years. And speaking from our experience here, she is the tip of the spear. She is magnificent at advocacy with community partners, with community associations, with the City of London itself. And she does not come out of those discussions unscathed. Perseverance. Early on, when we began this type of care for folks, we had a visit from the CPSO. We explained our position. We talked about harm reduction and how this was an amazing piece of harm reduction for people. And we were given the green light from the CPSO. We're told to carry on. And from then on, a lot of our leadership team and our directors are in constant engagement with various community associations, various council members here on London City Council. And slowly but surely, through the perseverance and tenacity of our team, we are changing hearts and minds. And so the advice I would give to any community that would like to start a safe supply program would be to carry on, keep carrying the torch. Honestly, it's a much needed source of healthcare for many in our communities to end the suffering and reduce the risk of opioid poisonings from the contaminated street drug supply. So keep on keeping on. That's my advice. Thanks, Len. Anybody from the other sites want to talk about the advocacy to get your program up and running? No. Sorry, we can move on to one final question. Donc, nous allons continuer à notre prochaine question. Donc, est-ce que vous pourriez est-ce que le programme Home ou l'autobus Home ou le programme de CHC offre des tests ou des traitements pour l'hépatite C ou le VIH? Et est-ce qu'il y a des traitements prescrits sur l'autobus? Donc, c'est ça. An HIV care team that exist within our brick and mortar clinic. So we can make referrals to them in the clinic, but they also join us in community often. And yes, we do point of care and laboratory-based testing on the bus. Thank you. And what about the Self Riverdale Community Health Center? I think that was asked at both sites. I can answer this. So I think the difference, and this is something that I was thinking about as we were presenting, but we don't. Je peux répondre à cela aussi. Nous avons accès à une camionnette, mais nous ne pouvons pas fournir des services en tant que tel. But when the team
goes out, there is options for people to have HIV and Hep C testing, and if they want to be treated in community, that's an option. If they want to be referred back to the 955 clinic to the Hep C team, that's an option as well. And I think one of the incentivizations of people wanting to come to 955 for their Hep C treatment is that they have a program that is an incentivized program, and it connects them to a group as well while they're going through their treatment. So I feel like South Riverdale's Hep C program is pretty well known in community, and that usually is where people do want to access. But it's not exclusive. It's not the only way that they can get Hep C treatment. Thank you. Time has flown and there's only 4 minutes left. So I'm going to pass it over to Rebecca for some closing comments. Thanks so much, Chris. And thanks Merci beaucoup, Chris, et merci à tout le monde ici. Il y a beaucoup de questions que les gens ont posées auxquelles nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui lors de ce webinaire. Certaines questions sont des questions auxquelles nous allons nous adresser dans les webinaires futurs. Donc, par exemple, des corrections et les hôpitaux, des questions des programmes de patch et de timbre fentanyl. Donc, demeurez à l'écoute pour nos webinaires futurs. Je suis aussi très heureuse que les conférenciers aujourd'hui ont partagé leurs informations et leurs diapos. Donc, nous allons partager les ressources avec la permission de nos conférenciers, bien sûr. Nous allons les publier sur notre site Web. Donc, pour ceux parmi vous qui ne font pas partie de cette communauté de praticiens, je vous encourage de vous y joindre. Nous avons un groupe Google où nous avons des conversations entre nos membres. Nous avons également une lettre d'envoi, de l'accès à des ressources pour nos membres uniquement exclusifs. Donc, si vous voulez joindre notre communauté, vous pouvez aller sur notre site Web, posté par ma collègue dans la boîte de messagerie. Donc, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé aujourd'hui et merci énormément à nos conférenciers qui ont pris du temps de leur journée très occupée pour monter des présentations, d'être présents parmi nous et de partager. Donc, quel groupe incroyable! Merci énormément. Merci beaucoup à la Coop Largo pour leur interprétation en français aujourd'hui. Merci beaucoup. Je remarque plusieurs remerciements dans la boîte de messagerie aujourd'hui. Aussi, je vais faire une dernière publicité pour un événement le 5 décembre. C'est un webinaire de recherche le 5 décembre. Merci à vous tous et passez une très belle journée. J'espère vous voir à notre prochain événement. And everybody's disappearing. That's fine. If